Bonsoir tout le monde. Alors, comme d'habitude, on va attendre une minute ou deux pour voir si vous venez nous rejoindre. Et j'espère qu'il y aura un petit peu de personnes en direct aujourd'hui pour un sujet qui est hyper important, qui est souvent soulevé, même s'il n'est pas verbalisé comme je le verbalise ce soir. C'est une question qui souvent est dans la tête des cavaliers, cette notion de plaisir et de quel plaisir le cheval retire du travail et du contact de la relation avec son humain. Alors, je vois qu'il y a une première personne qui est avec nous. Je ne suis pas encore... hop. Voilà. Alors, connexion lente. Vous me dites si jamais vous m'entendez pas correctement. Ah, bonjour Jessica, bonjour Sophie. Ah, ça fait plaisir de vous avoir parmi nous ce soir. Alors, on va commencer par une petite question. Si vous pouvez me noter en commentaire, pendant que je commence l'introduction, votre définition du plaisir. Pour vous, que signifie la notion de plaisir ? Donc aujourd'hui, on va justement approfondir cette question et voir si elle correspond à l'idée que vous en avez. Alors, déjà au niveau des démonstrations du plaisir, on va comparer un petit peu à d'autres animaux, ce qui va nous permettre de remettre le cheval dans son contexte. Donc par exemple le chat ronronne, le chien il va vous faire la fête, donc c'est assez évident quand ils prennent du plaisir. Par contre, les démonstrations du cheval au niveau du plaisir sont beaucoup moins marquées. Et donc c'est pour ça qu'on va essayer de comprendre déjà si le cheval ressent réellement du plaisir au sens où nous on l'entend. Et on va essayer de voir qu'est-ce qui correspond à une projection que nous on se fait du plaisir du cheval et qu'est-ce qui correspond réellement au plaisir ressenti par le cheval. Est-ce qu'il le vit véritablement comme nous ? Alors, est-ce que vous pouvez me mettre en commentaire ce qu'est pour vous la définition du plaisir, que je puisse vous lire ? Vous n'avez pas d'idée, les filles ? Ah, bonne question. Alors on va dire commencer par là. Si on veut réussir à provoquer du plaisir chez le cheval, déjà faut-il se dire mais qu'est-ce qu'on veut provoquer réellement ? Est-ce que vous attendez à ce que votre cheval ronronne ou est-ce que votre cheval remue la queue ? Est-ce que vous attendez à ce qu'il court vers vous ? Est-ce que le plaisir c'est une démonstration ? Est-ce que le plaisir c'est une sensation ? Qu'est-ce que pour vous, comment est-ce que vous allez vous dire là mon cheval il ressent du plaisir ? Une idée les filles ? Ah, le plaisir du cheval, c'est le fait qu'il apprécie ou aime certaines choses qu'on lui offre. Mais je ne suis pas sûre. Non, mais c'est déjà pas mal. Alors, connaissant Jessica, ce que tu lui offres principalement, ce sont des friandises. Et je pense qu'effectivement, il y a une bonne notion de plaisir si tu offres une friandise à ton cheval. Si tu parles d'offrir quelque chose à ton cheval, des caresses, on va le voir, c'est aussi une source de plaisir. Ou qu'il s'offre à lui-même, parce qu'effectivement, le plaisir, ce n'est pas uniquement dans l'interaction entre humains, c'est... alors, à lui-même, je ne sais pas, mais en tout cas, on va en parler au niveau des relations sociales, parce que le plaisir, bien sûr, ne peut pas être cerné sans parler de la dimension sociale. Ah, c'est Marie qui t'a le téléphone de Jessica. D'accord. Ravie que tu sois là, Marie. L'allogrooming, ils adorent. Exact. Alors, l'allogrooming, effectivement, au niveau social, c'est une façon pour eux de se procurer du plaisir entre eux par des gratouilles et ce qui est primordial pour eux. Bonjour Cindy. Donc, Cindy qui vient nous rejoindre. Donc, je vais demander aux filles ce qu'elles pensaient comme définition de plaisir, comment elles définissaient le plaisir. Concernant le plaisir, du moins, il va faire quelque chose avec lui qu'il comprenne
ce qu'on lui demande. Ah, ça c'est intéressant. On va parler de cette notion de compréhension aussi. Effectivement. Le jeu, alors pour vous, donc le jeu provoque du plaisir, mais est-ce que le jeu, ce qui est pour vous un jeu, est aussi un jeu pour le cheval? L'amusement, l'amour forcément, il y a du plaisir, et là on revient dans quelque chose de social. Alors le plaisir, scientifiquement parlant, et dans ce que vous vivez sans pouvoir mettre des mots dessus, il est lié à une réaction hormonale. Il y a 4 hormones du plaisir, 4 hormones du bonheur, et c'est ça qui peut nous permettre de dire véritablement oui, le cheval il ressent du plaisir ou non, il ressent pas de plaisir. Parce qu'on est capable de mesurer scientifiquement si le cheval produit ou non ces hormones dans certaines situations. Je dis le cheval parce que c'est ce qui nous intéresse ici, mais vous allez voir, moi je vais le comparer à l'humain et le comparer au chien pour que pour vous ça soit peut-être plus clair, parce que on va le voir, la démonstration du plaisir chez le cheval, elle est vraiment très subtile, alors qu'elle est beaucoup plus marquée chez l'humain ou chez le chien. Et il y a une raison à ça. Donc 4 hormones, bonjour Camille, 4 hormones au plaisir. Alors on va les citer. La première c'est la dopamine. Alors la dopamine, même si vous l'avez peut-être pas entendue citée comme telle, vous la connaissez tous. C'est cette hormone qui nous garde collés sur notre téléphone. Quand on scrolle, petite vidéo après petite vidéo, ça active le circuit de la récompense dans le cerveau. Donc pareil que quand vous donnez une récompense à votre cheval avec une friandise, ça va activer le circuit de la dopamine qui va vous motiver à continuer ce que vous êtes en train de faire. Donc chaque fois que vous produisez de la dopamine, vous aurez envie de répéter cette action, qu'elle soit nourrissante ou pas. Donc les réseaux sociaux, clairement, c'est pas hyper nourrissant, et pourtant on continue de scroller parce que ça active cette boucle hormonale dans le cerveau qui procure du plaisir. Et de la même façon, quand on va récompenser un chien, quand on va récompenser un cheval, c'est par cette hormone qui va ressentir du plaisir, le plaisir et qui va être motivé par la récompense. Deuxième hormone du bonheur, c'est l'endorphine. Alors l'endorphine, elle est produite par le corps et c'est de la même famille que certaines drogues, que certains opiacés. C'est l'hormone qu'on va produire quand on fait du sport, quand on fait de l'activité physique. Et c'est une hormone qui va nous procurer une sensation de bien-être, de détente. C'est cette sensation après avoir été courir. Au début c'est dur et au fur et à mesure en fait c'est un effet antidouleur qui fait qu'on finit par prendre plaisir au sport et qu'on a surtout cet effet positif après le sport parce que l'effet de l'endorphine se prolonge après. Donc votre cheval va pouvoir, grâce à l'activité physique que vous allez faire avec lui, produire cette hormone et donc ressentir un certain bien-être. Troisième hormone qui est intéressante, c'est l'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone du plaisir liée au lien social. Quand vous avez des contacts sociaux, vous produisez de l'ocytocine. Donc les chevaux entre eux, quand ils font de l'allogrooming, comme tu disais Marie tout à l'heure, ils vont produire cette hormone du plaisir qui est l'ocytocine. Nous, quand on va faire un câlin à quelqu'un, on va produire beaucoup d'ocytocine. C'est d'ailleurs pour ça qu'on recommande, quand on se sent un peu déprimé, triste, le contact physique avec un autre humain où on est émotionnellement attaché va nous aider à passer des phases de tristesse. C'est pour ça qu'on se fait des câlins, par exemple, si on a un deuil ou quoi que ce soit, naturellement, on va prendre la personne dans les bras parce que ça va lui faire produire ces hormones qui vont l'aider moralement. Et la dernière hormone qui est moins étudiée, surtout chez le cheval, chez l'humain bien, mais chez le cheval est moins étudiée, c'est la sérotonine, qui elle est liée chez l'humain à l'estime de soi. C'est l'hormone, elle agit plus sur le long terme, c'est l'hormone qui va être sécrétée quand nous sommes dans un environnement émotionnellement stable. Quand on est stable émotionnellement, on va produire de la sérotonine, on va avoir une meilleure estime de soi. Et avec toute meilleure estime de soi, meilleure confiance en soi, du coup quand on a plus confiance, on ose faire plus de choses, quand on fait plus de choses, on prend plus de plaisir à faire des activités. Et donc c'est une hormone qui est intéressante dans un cercle vertueux pour se sentir bien. Donc voilà, le plaisir, c'est la production d'hormones. Et donc si on veut rechercher le plaisir chez son cheval, on va rechercher cette production d'hormones.
La question donc, c'est de savoir est-ce qu'ils sont capables de produire ces hormones dans leurs interactions avec les humains. Et c'est là que c'est intéressant. Parce que déjà, on va se poser la question, au niveau humain, dans cette notion de plaisir, nous, on va rechercher le plaisir. Ça va être une action volontaire. On veut trouver le bonheur, on veut trouver le plaisir. On va programmer des vacances pour se faire plaisir. On va faire des photos parce que quand on va revisualiser les photos, ça va prolonger cette notion de plaisir. Et on va vraiment faire un but de vie de trouver ce bonheur, de trouver ce plaisir. Le cheval, il n'est pas capable de se projeter dans le futur. Donc, il n'a pas un lobe frontal développé comme le nôtre. Il n'a pas cette capacité de projection. Ce qui veut dire que lui ne va pas rechercher activement le plaisir. Donc, vous, en tant qu'humain, avec une projection humaine, vous allez vous dire « je veux que mon cheval ressente du plaisir ». Pour le cheval, c'est quelque chose qui est secondaire. C'est pas quelque chose qu'il recherche. Par contre, le cheval, lui, recherche le bien-être. Il va chercher à se sentir bien physiquement et bien dans son environnement. Donc un environnement dans lequel le cheval se sent bien, c'est un environnement qui est prévisible. C'est un environnement dans lequel il peut se sentir en sécurité. Donc si vous donnez au cheval un environnement dans lequel les choses sont prévisibles et dans lequel il se sent en sécurité, il va se sentir bien avec vous. Et donc s'il se sent bien avec vous, il va avoir envie d'être avec vous. Alors, il n'y a pas de cortex préfrontal, c'est ça? Alors, il y a un cortex préfrontal, mais il est très très peu développé. Chez l'humain, c'est vraiment quelque chose qui se développe avec l'âge. Donc, en fait, si on regarde l'évolution au niveau humain, les enfants qui vont exprimer leurs émotions par des gros pleurs, qui vont se rouler par terre, et on va dire c'est des enfants qui font des caprices. Non, c'est juste parce qu'en fait le lobe préfrontal chez l'humain met très longtemps à se développer. Il met plusieurs années. Il faut que l'enfant ait 6 ans pour qu'il commence à avoir un cortex préfrontal qui va lui permettre de gérer ses émotions, par exemple. Et qui va lui permettre aussi de développer sa capacité de projection et de vision dans le temps. Au début, un enfant, il ne sait pas si on est demain, après-demain, dans un mois. Il n'a aucune notion du temps, il n'a aucune notion de projection et il a du mal à gérer ses émotions. Et tout ça, ce sont des actions qui sont faites par le lobe préfrontal qui se développe de façon importante chez l'humain au fil des années. Par contre, le cerveau d'un cheval, si vous avez l'occasion d'aller voir la taille de cerveau d'un cheval, c'est pas beaucoup plus grand qu'un point. Donc forcément, il n'a pas, donc il a un cerveau beaucoup plus petit que le nôtre pour une masse beaucoup plus importante. Donc forcément, il n'a pas le cerveau développé comme le nôtre, ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas une intelligence, hein. Mais ça veut dire en tout cas que le cerveau préfrontal, lui, est très très peu développé et qu'il n'a donc pratiquement aucune capacité, il n'en a aucune d'ailleurs de capacité de projection. Il ne va pas se dire oh mon Dieu, elle va faire ça dans la semaine prochaine, qu'est-ce qui va m'arriver, je vais y avoir un concours. Voilà, lui c'est juste là, maintenant, et il va réfléchir uniquement par association. C'est ah oui, je connais, elle arrive avec ses éperons et sa cravache, je sais que je pars sur le parcours. Il va pas le formuler en mots comme ça, mais dans l'idée c'est ça, c'est qu'il va être capable d'associer. Si à chaque fois que vous prenez la cravache et les éperons, c'est pour aller faire de l'obstacle, il saura que quand vous prenez la cravache et l'éperon, c'est pour aller faire de l'obstacle. Ça pour lui c'est prévisible parce qu'il va associer 2 éléments ensemble. C'est la seule projection qu'il est capable de faire. Je vois que Françoise nous a rejoint aussi. Bonjour Françoise. Enfin plutôt bonsoir. Alors, je reprends mes notes parce que sur cette question, j'ai perdu le fil. Alors, pourquoi est-ce que nous, ça c'est aussi une question qui est intéressante, pourquoi est-ce que nous, on a la possibilité de se focaliser sur cette notion de plaisir? C'est parce que nos besoins primaires sont tous satisfaits. On n'a pas à avoir peur de manger, de dire on va pas trouver de nourriture. On n'a pas à avoir peur qu'une bombe va nous tomber sur la tête. On n'a pas peur pour notre sécurité. On n'a pas peur pour manger. On n'a pas peur pour boire. On sait que tous nos besoins de base sont satisfaits. Et à partir de là, on peut se consacrer sur des besoins supérieurs. Alors s'il y en a qui ça intéresse, c'est ce qu'on appelle la pyramide de Maslow. Donc on a les besoins primaires en bas avec manger, boire, dormir,
manger, boire, dormir et être en sécurité. Et quand tout ça est satisfait, eh bien, on peut se dire, tiens, je veux aller plus loin, je veux aller plus haut, je veux ressentir du plaisir. On serait en temps de guerre, on n'essayerait pas de rechercher le bonheur ou la sensation de guerre, la sensation de plaisir. On chercherait juste à survivre. Donc c'est une fois que tous nos besoins sont satisfaits qu'on va se dire, ok, je veux accéder au plaisir. Donc là, vous comprendrez aussi que de nouveau, cette réflexion-là, le cheval ne peut pas l'avoir. Lui, il est toujours, en tant qu'animal de proie, en recherche de sa sécurité. D'abord, il est axé sur ses besoins primaires. Boire, manger, dormir, être en sécurité. Donc, il ne va pas avoir cette envie, comme nous, de rechercher le plaisir. Il ne va pas avoir ce besoin d'accomplissement. Bonjour Jeanne, bienvenue parmi nous. Alors, voilà, donc en résumé, le cheval, il ne va pas se dire qu'il a envie de réussir sa vie. Lui, il veut juste être bien ici et maintenant. Donc vous allez devoir vous concentrer là-dessus. Comment faire en sorte que mon cheval soit bien, bien quand je suis avec lui, bien quand je le travaille. Et c'est ça que lui va rechercher. Alors c'est là qu'on va vraiment rentrer dans une comparaison intéressante avec le chien. Vous devez à peu près, parce que souvent quand on a des chevaux, on a tous des contacts avec des chiens, on a tous des chiens chez soi. Et vous avez tous remarqué, un chien est d'une fidélité incroyable à son humain. Il vous attend derrière la porte, il va remuer la queue, il va faire la fête, il va être foufou. Vous allez le regarder, vous allez déjà ressentir du plaisir rien qu'en regardant votre chien, et votre chien va ressentir du plaisir rien qu'en vous regardant. C'est codé génétiquement chez le chien. Le chien a évolué aux côtés de l'homme depuis tellement longtemps que c'est maintenant dans ses gènes d'être lié à l'être humain. Donc génétiquement, il est programmé pour ressentir du plaisir au contact de l'humain. Donc en fait, on a pu mesurer que le chien, rien qu'en regardant son humain, produit de l'ocytocine et l'humain produit de l'ocytocine rien qu'en regardant son chien. C'est naturel. C'est pour ça que chez un chien, on peut se permettre, entre guillemets, des erreurs avec eux dans le dressage. On ne va pas se faire moins aimer par le chien. C'est même triste à dire, mais un chien maltraité va continuer d'aimer son maître parce que génétiquement, il est programmé pour aimer son maître. Chez le cheval, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas cette programmation génétique. On n'est pas fait en tant qu'humain et cheval pour avoir cette relation privilégiée. Donc ça veut dire que cette relation avec le cheval, on doit la construire, brique après brique. Et que si on fait, entre guillemets, des erreurs où on va montrer au cheval qu'on est plus prédateur que référent de confiance, cette construction de relation peut aussi se déconstruire très rapidement. Donc la relation entre un humain et un cheval est beaucoup plus fragile qu'une relation entre un chien et un humain, ou entre un humain et un humain. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental à comprendre, c'est que génétiquement, nous ne sommes pas programmés l'un et l'autre pour avoir des relations l'un avec l'autre, et donc il y a vraiment une attention de tous les instants à avoir pour construire cette relation et que le cheval puisse se sentir bien avec nous. Quand on parlait de cette production d'ocytocine, le cheval au contact de l'humain en produit très très peu. Donc il va produire de la dopamine quand on va lui donner des récompenses. Il va produire de l'endorphine quand on va lui faire de l'activité physique, mais ce n'est pas lié à notre relation. Mais par contre, véritablement, cette hormone ocytocine liée à ce fait de renforcer notre lien social, elle est beaucoup plus difficile à faire produire par le cheval dans sa relation entre l'homme et le cheval. Donc c'est là-dessus qu'on doit être particulièrement vigilant. Autre point intéressant, c'est la démonstration du plaisir. Le cheval est un animal qui est très peu démonstratif parce qu'il ne peut pas montrer au prédateur s'il a mal, s'il est malade, s'il est fatigué. Et de la même façon, du coup, il va très peu être démonstratif sur le plaisir. C'est une question de survie pour eux de ne pas montrer leurs émotions. Donc on sait que les chevaux sont très émotifs et pourtant ils ne le montrent pas. Donc pareil, nous, on va ressentir du plaisir, on va le verbaliser, on va l'exprimer. Le chien, il va le montrer dans sa posture, il va vous lécher, il va vous sauter dessus, voilà, c'est démonstratif. Le cheval, c'est des petits signes subtils. Ça va être le mâchouillement.
vous allez voir quand le cheval il va comprendre un exercice, on parlait de compréhension tout à l'heure, le cheval ressent une forme de plaisir quand il arrive à vous comprendre, et c'est pour ça qu'il a ce truc de mâchouiller, où il va passer un petit peu la langue au moment où il a cette notion de compréhension. C'est une action de décontraction, c'est sa façon à lui, de façon très subtile, d'exprimer le plaisir. Vous allez le voir par une décontraction corporelle aussi. Vous allez faire un massage à votre cheval en essayant de chercher les zones qui lui procurent du plaisir. En vous basant sur l'observation que vous avez quand vos chevaux font de la low grooming, vous allez repérer toutes les zones qui plaisent à votre cheval. Et donc vous allez reproduire ce que font les autres chevaux en les grattant, et vous allez voir une décontraction avec l'œil qui se ferme, la lèvre inférieure qui pend un petit peu, le cheval qui vient se mettre tête basse. Donc ça, c'est tous des petits signes subtils de bien-être chez le cheval. Donc on ne va pas avoir de grosses démonstrations de joie avec, à la limite, quand on voit des chevaux, pour nous on se dit « Ah, c'est une démonstration de joie, il est en train de monter en l'air et tout », ça n'a rien à voir. Ce n'est pas une démonstration de joie pour le cheval, le fait de sauter en l'air et tout ça, ce n'est pas... Ça peut être du jeu, hein, vous allez voir des chevaux entre eux courir, se chamailler, tout ça. Oui, ils sont en train de jouer, mais ce n'est pas une démonstration forcément de plaisir. Alors, donc on va quand même parler un tout petit peu du plaisir qu'ils ont entre eux. Donc le chien, il va avoir une démonstration, il va avoir un attachement par rapport aux autres chiens liés à cet instinct de meute. Nous, on va avoir un véritable besoin de relation sociale. On s'identifie par rapport aux autres. Donc chez nous, la relation sociale d'humain à humain, c'est une question identitaire. Par contre, chez le cheval, ils ont des très fortes relations sociales entre elles, mais elles sont basées surtout sur le contexte. Donc un cheval dans un troupeau ne va pas réagir pareil d'un contexte à l'autre. Quand par exemple le cheval, quand il y a des ressources de nourriture qui sont limitées, les chevaux vont avoir un ordre hiérarchique dans lequel ils vont pouvoir s'alimenter. Et l'ordre hiérarchique pour se nourrir ne sera pas forcément le même que l'ordre pour pouvoir fuir si jamais il y a un prédateur. Donc on est vraiment chez le cheval lié à du contexte, à l'environnement. Donc nous, on va devoir créer cet environnement qui est propice pour le cheval pour ressentir du bien-être. Et donc c'est là que la connexion, que nous, on va faire partie de son environnement et que la connexion avec nous va permettre ce sentiment de bien-être parce que il va pouvoir nous emmener partout avec lui. Donc si vous allez en balade, dans la carrière, en concours, si vous êtes devenu un élément de son environnement qui est stable, qui est sécurisant, vous êtes un peu son environnement qui va pouvoir emmener partout et son référent de confiance, même si le reste de l'environnement change autour de lui. Donc ça, c'est aussi une notion qui est importante. Alors, je regarde s'il y a des questions. N'hésitez pas, hein, donc je regarde régulièrement les commentaires, donc si jamais vous avez quelque chose qui vous questionne, vous me le notez et je m'interromps pour y répondre. Alors, donc on va parler maintenant du plaisir dans le travail. Le cheval a-t-il du plaisir à travailler? Alors, là on va répondre par oui et par non. Ça dépend du coup de ce qu'on entend par plaisir. Donc on a dit, le cheval recherche plutôt du bien-être que du plaisir. Donc le cheval, il va se sentir bien s'il est capable de comprendre l'exercice. Donc moi ce que je travaille beaucoup dans mes accompagnements, c'est de travailler sur l'intention. Si vous-même, vous ne savez pas exactement ce que vous voulez demander au cheval, si vous n'avez pas trop d'idées d'exercice, si vous êtes un petit peu flou dans ce que vous demandez, ça peut pas être plaisant pour le cheval. Donc le cheval, il a besoin déjà que vous lui donniez un axe clair et qu'il comprend ce que vous attendez de lui. Ça, c'est une condition au bien-être du cheval. Il a besoin de comprendre et donc pour comprendre, il a besoin que vous exprimiez dans ses codes à lui. Il a besoin de récompenses claires. Donc vous avez vu, la récompense, elle est source de production de dopamine. Le cheval en produit au même titre que les humains. Donc la récompense bien utilisée, ça peut être la friandise.
Mais la récompense la plus basique, c'est surtout l'arrêt du travail. Donc ça veut dire, vous demandez un exercice, il l'a bien réalisé, vous laissez le cheval s'arrêter et ne rien faire. Ou alors vous lui avez demandé de partir au trot, vous avez une pression, il part au trot, vous ne lui demandez plus rien, vous le laissez tranquillement dans son trot, vous le laissez tranquille. Donc voilà, simplement ça, le fait qu'il y a une récompense suite à une demande va engendrer chez lui une production de dopamine et va engendrer chez lui du plaisir. Donc c'est important de travailler là-dessus. Et il va ressentir du plaisir s'il peut décharger de la tension. S'il peut décharger de la tension. Donc on peut travailler, vous avez sans doute entendu parler, ceux qui ont déjà fait un peu d'éthologie, de renforcement positif ou de renforcement négatif. Ce qui n'a rien à voir avec négatif c'est bon ou positif c'est bon et l'autre c'est mauvais. C'est simplement renforcement positif, on apporte quelque chose. Je donne une friandise, c'est un renforcement positif parce que le cheval a quelque chose en plus. Je mets une pression sur le cheval, par exemple je lui mets les jambes, je mets une pression, il a répondu aux jambes, je relâche les jambes, j'ai retiré la pression, c'est un renforcement négatif parce qu'on retire quelque chose. Donc, quand on va effectivement peut-être mettre à un moment donné une tension, une pression importante parce qu'il met un certain temps avant de comprendre, le fait qu'il puisse décharger cette tension après en venant mâchouiller, en faisant se détendre, ça va lui procurer du plaisir. Donc, il y a vraiment cette circulation entre vous deux dans la communication où à chaque fois il y a du répondant. Il y a une demande, il y a une récompense, il y a un relâchement. Et ça, cette communication fluide entre vous, demande, récompense, relâchement, va faire que le cheval va prendre du plaisir dans le travail. Et ce plaisir, n'attendez pas à ce que ce plaisir soit démonstratif. Donc ça, on l'a bien expliqué, c'est vraiment très important à comprendre. C'est vraiment de lire le cheval, quels sont les signes de plaisir qu'il vous envoie. Et ça ne sera pas des bons de joie. D'ailleurs, souvent, quand on voit un cheval ruer après un obstacle, on dit « Ah, il est content », pas du tout. C'est qu'il essaye de remettre quelque chose en place parce que peut-être qu'il a une petite tension dans le corps, il a peut-être un petit peu mal quelque part. Mais en général, un cheval ne va pas charger une barre ou ruer par plaisir. Ce ne sont pas des démonstrations de plaisir, ça. Ça veut dire totalement autre chose. Et par contre, je disais, non, le cheval ne ressent pas de plaisir dans le travail si c'est flou. Si il n'y a pas de construction dans votre séance, si vous-même vous savez pas trop où vous allez et que du coup vous demandez les choses un peu à tâtons en sachant pas quoi, comment, pourquoi, ça c'est insécurisant pour le cheval et cette insécurité va lui être désagréable. Donc le flou, le doute, la confusion. Donc c'est pour ça que cette notion de doute, elle est importante. Parfois, vous ne savez pas trop comment faire. Du coup, vous doutez, vous faites, vous arrêtez, vous refaites, vous réarrêtez. Et en fait, même si techniquement, vous ne savez pas comment faire quelque chose, si vous le faites avec la bonne intention, en allant jusqu'au bout des choses, ça sera plus clair pour votre cheval et du coup, ce sera plus sécurisant. Et il va comprendre ce vers quoi vous l'allez amener, même si votre technique, elle n'est pas bonne. La clarté que vous allez mettre dans vos intentions va être bien plus importante que votre technique. Donc, il faut que vous, dans votre tête, vous ayez bien fait le point avant de commencer une séance pour se dire qu'est-ce que je vais travailler aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire pour se dire je vais être clair au moment de mes demandes, même si vos demandes elles sont pas justes, ça c'est pas grave. Mais par contre, vous savez exactement ce que vous allez demander et vous allez le faire à votre façon. Et même si vous le faites à votre façon, votre cheval il va comprendre parce que l'intention est liée. C'est le flou, le doute, l'hésitation qui va rendre votre cheval insécure et donc l'empêcher de prendre du plaisir dans le travail. Il ne prendra pas de plaisir non plus s'il n'y a pas de pause dans le travail. Travailler pendant 1 heure à le gratter ou même un quart d'heure d'affilée à le gratter sans lui offrir de pause, là, il ne prendra pas de plaisir non plus. Donc c'est important entre chaque exercice, quand à chaque fois qu'il a trouvé les bonnes réponses, de lui offrir des pauses en guise de récompense. Même plus qu'une friandise, ça va provoquer chez lui ce circuit de la récompense, ce circuit de la dopamine. Et d'ailleurs, c'est toujours au moment où on arrête les chevaux
qu'on les voit mâchouiller le plus. Alors, oui, et là-dessus, ça c'est aussi une notion importante que je voudrais voir avec vous. Donc, faire des pauses, oui, mais c'est pas pour ça qu'il faut rien demander au cheval. Parce qu'on va voir l'excès inverse aussi. C'est de se dire, j'ai peur de demander des choses au cheval parce que sinon il va pas prendre de plaisir. Il est mieux quand il est arrêté au milieu de sa carrière avec son effet tout détendu. Il faut pas confondre bien-être et léthargie. Le cheval a besoin d'être stimulé physiquement et cognitivement pour se sentir bien. Là, on va faire un peu de projection parce que finalement, c'est pas si différent de ce que vous pouvez ressentir. Quand vous allez vous mettre en route pour aller faire du sport et que vous êtes tranquillement dans votre canapé devant la télé, vous n'allez pas avoir envie de vous mettre en route, vous allez traîner, vous allez vous trouver des excuses et vous allez devoir prendre une énergie débordante et une motivation que vous allez aller chercher très très loin pour vous mettre en route. Et une fois que vous serez en route, vous serez très content d'y être. Mais sur le coup, se mettre en route, c'est difficile. Donc c'est parce que votre cheval, il a du mal à se mettre en route dans un exercice qu'il faut pas le pousser plus loin pour lui donner cette motivation qu'il n'a pas tout de suite, pour qu'il aille chercher quelque chose qui va lui procurer du bien-être. Et ce bien-être, on a dit, deux hormones principales qui peut produire pour le plaisir, c'est la dopamine, ça c'est la récompense, mais c'est aussi l'endorphine, et ça c'est l'activité physique. Votre cheval, à l'état naturel, il va marcher 40 à 50 km par jour. Même si votre cheval vit dans un grand pré, au tout grand maximum, si on crie très fort, il fera 10 km. Dans des écuries actives, on fait en sorte que le cheval marche au minimum 5 km par jour. On est entre 5 et 10 dans des écuries actives. On ne parle même pas dans un cheval au pré. Donc au box, là, on est... Voilà, parce qu'on est au néant côté activité physique et même box ou petit paddock, le cheval ne bouge pas dans un petit paddock, surtout s'il est seul. Donc, le cheval a besoin d'une compensation par le travail d'activité physique qui va lui permettre de produire cette endorphine, qui va lui permettre de se sentir bien. Et c'est parce qu'il manque de cette activité physique et de cette sollicitation cognitive quand ils vivent au box ou séparés de leur conjoint, leur congénère, qui vont développer des tics. Les chevaux qui tiquent à la pluie, qui tiquent à l'ours, ils peuvent inventer plein de tics. Et en fait, pendant ces tics, ils produisent de la dopamine. Donc en fait, en absence de cette production d'endorphine, ils vont utiliser d'autres moyens pour réussir à produire cette hormone et ils vont développer ces tics parce que ces tics leur permettent de produire justement ces hormones du plaisir. Et c'est pour ça que ça devient des drogues et qu'ils n'arrivent plus, même quand on les repasse dans un mode de vie plus sain, certains n'arrivent pas à se défaire de leurs tics malgré leur changement de conditions de vie. Donc, je disais, un cheval à l'état naturel, 40-50 km par jour, vous, dans une activité, si vous faites une séance d'1 heure intense, vous allez faire au maximum 5-6 km. Donc, votre cheval, il a besoin de ce mouvement, il a besoin de stimulation. Donc oui, on lui offre des pauses, mais c'est pas pour ça qu'on le laisse en pause tout le temps et qu'on le laisse ne rien faire. Donc il y a toujours un équilibre à trouver. L'excès n'est jamais bon. Trop de pauses, c'est pas bon. Mais pas de pause du tout, c'est pas bon non plus. Donc vraiment, c'est une question d'équilibre entre les deux pour réussir à trouver cette zone dans laquelle le cheval va se sentir bien. Alors, je regarde que je n'ai rien oublié par rapport à mes notes. Voilà, donc la stimulation cognitive, alors on pourrait faire un live rien que là-dessus, parce qu'il y a de plus en plus d'études qui ont été faites sur le sujet, et notamment sur des jeux qui sont proposés au cheval, où il va devoir choisir, par exemple, d'ouvrir une boîte où il y a une friandise. Et il y aura plusieurs boîtes, il y en a une où il y a une friandise, d'autres il n'y en a pas. Et donc, on remarque que le fait de laisser des choix au cheval va améliorer ses capacités d'apprentissage. Ça, c'est quelque chose que j'ai même découvert, cette notion de choix, que j'utilise beaucoup en pédagogie pour les humains, parce qu'effectivement, c'est très important de pouvoir choisir ce qu'on fait, ce qu'on a envie de faire,
plus vous êtes autonome, plus vous avez des possibilités de choix et mieux vous apprenez. Et apparemment, c'est vrai chez le cheval aussi. Et ça, je l'ai découvert en préparant ce live. Et donc, ça, c'est une question que je vais creuser un petit peu plus. Parce que comment offrir des choix dans une séance à son cheval, voilà, le sujet peut être à creuser. Parce que ce sont sur des études qui sont très récentes. Donc, je ne les connais pas encore bien. Mais pour un autre live, je penserai les creuser. Donc, notez ça. Votre cheval peut avoir envie de faire ses choix. Et en tout cas, si cette notion de choix, moi je ne l'ai pas encore développée, il y a une chose que je développe beaucoup avec les cavalières que j'accompagne, c'est la notion de laisser au cheval la possibilité de faire des erreurs. Donc vous allez faire une demande à votre cheval, n'attendez pas à ce que le cheval fasse la bonne réponse tout de suite, et ce n'est même pas souhaitable. Laissez le cheval chercher la réponse. Donc vous continuez votre demande, vous demandez, vous augmentez même votre demande, tant que la bonne réponse n'arrive pas. Et quand la bonne réponse arrive, on arrête la demande. Mais le cheval, en fait, a le droit de proposer quelque chose qui n'est pas juste. Le cheval est comme l'humain. On a besoin de faire, de se tromper et de refaire. Et c'est comme ça qu'on apprend. Donc surtout, ne vous arrêtez pas en disant « mince, le cheval, il a pas trouvé la bonne réponse ». En fait, si vous arrêtez au moment où le cheval n'a pas fait la bonne réponse, vous lui apprenez juste que la mauvaise réponse, pour lui, ce sera la bonne. Il comprendra que c'est la bonne réponse. Donc ça, c'est important de vraiment dans cette notion où laisser le cheval chercher la bonne réponse. Et ça fait partie pour lui de la clarté et de la compréhension, d'avoir l'opportunité de chercher la bonne réponse. Ça va finalement lui apporter de la clarté parce que vous allez vous arrêter effectivement au moment où le cheval donne la bonne réponse. Et donc ça va lui procurer du plaisir. Laissez-lui chercher la bonne réponse et laissez-le faire des erreurs. Vous mettez un contexte, lui fait des propositions et vous continuez dans le même contexte jusqu'au moment où il trouve la bonne solution. Alors, qu'est-ce que j'avais encore à vous dire sur cette notion de plaisir ? Je vois pas ce que tu veux dire. Je me sens visée. C'est sur quoi que tu te sens visée ? Ah, sur la drogue, oui. Alors, nous sommes tous des drogués parce que je pense que nous produisons beaucoup d'hormones du plaisir déjà quand nous faisons du cheval. Donc déjà à ce niveau-là, en tant que passionnés, je pense que nous sommes déjà tous drogués. Alors si en plus on rajoute un petit peu de sport d'endurance ou quoi que ce soit, on est à fond dedans. D'ailleurs, moi qui ai des troubles de l'attention, là depuis que je suis maman, je ne pratique plus dans les mêmes... je pratique plus l'équitation de la même façon qu'avant. Avant, c'est ce qui commençait ma journée. Je commençais ma journée par le cheval. Hein. Je commençais par monter à cheval. Bon, maintenant, je commence par m'occuper de ma fille. C'est une autre source de plaisir, mais ça ne produit pas la dopamine qu'on produit en faisant du sport. Et donc, comme les troubles d'attention sont liés justement à ce manque de dopamine, le fait de pratiquer du cheval comblait ce manque de dopamine qui n'est plus comblé maintenant. Donc vous voyez comme quoi les hormones ont un impact important sur notre vie parce que effectivement du coup maintenant je dois trouver d'autres façons de gérer ces troubles de l'attention. Donc ces hormones ont vraiment un impact important sur la façon dont nous vivons. Alors, donc ce que le cheval, on va terminer par ce que le cheval attend de nous. Donc le cheval, il attend de toi, il attend pas de toi que tu lui fasses plaisir. Ça, c'est une attente qu'il n'a pas. Il attend que tu sois cohérente. Ça, c'est vraiment, s'il y a un mot à retenir, c'est la cohérence. Ce qui va lui donner ce sentiment de sécurité avec l'être humain, c'est qu'on soit cohérent. Cohérent, ce qui veut dire prévisible. Qu'on soit stable. Donc, c'est pour ça que on parle beaucoup de gestion émotionnelle, ce qui est très compliqué à cheval, parce que le cheval en lui-même peut réveiller chez nous beaucoup de doutes, de peurs. Alors pas forcément, on peut ne pas avoir peur de monter à cheval, et quoique à un moment donné ça nous arrive tous, hein, quand on a eu un accident, une mauvaise chute ou quoi, on va tous finir par un jour avoir peur à cheval et à devoir le gérer. Mais on peut avoir peur de mal faire. On peut avoir peur que le cheval nous aime plus. Enfin, le nombre de questions qu'on se pose en tant que cavalière sont très nombreuses. Et donc, travailler sur cette stabilité émotionnelle
est très important pour qu'on puisse être cohérent avec le cheval. Cohérent, juste, clair. Et ça, c'est vraiment ce que le cheval attend de toi. Parce que ses vrais besoins, donc c'est le besoin de sécurité émotionnelle, de clarté cognitive, donc des exercices qui sont à sa portée. Ça aussi, c'est quelque chose que je travaille dans les accompagnements, c'est de pouvoir choisir le niveau d'exercice qui est adapté à la fois au cheval et à la fois au cavalier. Donc là, je parle pour ceux qui ont quelques notions de pédagogie humaine, on parle de zone proximale de développement. Donc ça veut dire faire des exercices qui vont être juste un peu plus difficiles que ce que le cheval sait déjà faire, pour qu'il ait quelque chose à apprendre, mais pas trop difficile pour qu'il soit capable de l'apprendre. Et donc être dans cette zone où on est, donc on parle toujours d'équilibre, on est entre quelque chose qui va ennuyer le cheval et quelque chose qui va au contraire être trop compliqué pour lui et le mettre en stress. Donc trouver ce juste équilibre de l'exercice qui va le stimuler cognitivement sans le mettre en stress. On a besoin, et le cheval il a besoin d'engagement physique régulier, il a besoin de mouvement, ça on n'en parlera jamais assez. Ça c'est le respect fondamental des 3 F pour ceux qui en ont entendu parler. Donc il a besoin de ses camarades, friend, il a besoin de nourriture en continu, food, et il a besoin de mouvement, free, il a besoin de liberté. Et il a besoin d'écoute sensorielle. Le cheval il parle avec son corps, il parle en langage non verbal. Et comme il est très peu démonstratif, il a besoin que nous apprenions à lire son langage non verbal, à lire tous les codes, tous les signaux qu'il nous envoie pour pouvoir être juste dans le timing. Donc ça, c'est aussi une autre notion très importante, c'est lire comment réagit le cheval pour savoir exactement quand est-ce qu'on doit arrêter d'agir, quand est-ce qu'on doit laisser se reposer, quand on doit repartir. Voilà, avoir cette lecture fine du langage non verbal du cheval pour savoir quoi faire. Donc le cheval ne te fait pas les choses, ne va pas faire les choses pour te faire plaisir. Par contre, il va te suivre parce qu'il est bien avec toi. Ça, c'est vraiment la conclusion de l'histoire. Donc le cheval ne fait pas les choses pour te faire plaisir, il ne fait même pas les choses pour se faire plaisir. Par contre, il va te suivre si tu es une source de bien-être pour lui. Donc plus que le plaisir, vous allez rechercher le bien-être. Et là-dedans, il y a la notion de plaisir, comme on l'a vu, tout au long avec la production de dopamine et d'endorphine. Mais par contre, voilà, ce que recherche le cheval en premier lieu, c'est cette notion de bien-être qui est intimement liée à son besoin de sécurité, étant donné que nous sommes quand même sur une proie qui évolue aux côtés d'un prédateur. Et Dieu merci, normalement, aucun de nos chevaux nous perçoivent encore comme ça, mais une réaction émotionnelle un peu forte, un moment de colère, peut vite faire ressurgir chez lui notre potentiel caractère dangereux pour lui, parce que voilà, si génétiquement le chien est programmé pour avoir du plaisir avec nous, le cheval il est génétiquement programmé pour nous fuir. Donc on a vraiment une relation à construire brique après brique et à soigner jour après jour parce qu'elle n'est jamais figée dans le temps. C'est quelque chose qui est évolutif dans un sens comme dans l'autre, et donc c'est à nous de trouver l'équilibre entre stimulation et repos, l'équilibre entre proposition d'activité et ennui. Donc voilà, un équilibre global à trouver. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce que j'ai expliqué? Je vous laisse 2 petites minutes pour écrire dans le chat. Et pendant que vous écrivez vos questions, moi je vais vous parler un petit peu quand même de ce que je fais par rapport à tout ça. C'est parce que tout ce que je vous partage pendant ces lives sont toutes des choses que je travaille dans les accompagnements, que ce soit en présentiel ou en distanciel. Je fais aussi des accompagnements à distance via des vidéos. Merci Sophie, ça fait plaisir. Donc je fais ces accompagnements-là et donc je travaille sur cette clarté. Donc moi je travaille sur 3 axes principaux. Je travaille donc sur l'intention, vous donner de la clarté pour vous permettre de mieux vous faire comprendre par votre cheval.
je travaille sur la notion de timing. Alors le timing, c'est très très large, dans le sens où il y a le timing dans la séance, dans l'exercice, dans le moment présent. Et il y a le timing où on va dézoomer pour regarder l'ensemble et créer un ensemble cohérent. Parce que si le cheval ne se projette pas, vous projetez. Et donc, il faut respecter les besoins de chacun, le besoin humain aussi. Donc, on va travailler sur ce timing de pouvoir se mettre des objectifs à long, moyen et court terme pour pouvoir se donner de la clarté dans nos séances. Quand on sait où on va, c'est beaucoup plus facile du coup de se programmer des séances qui vont être riches pour le cheval et pour nous-mêmes. Alors, question de Marie. Est-ce qu'il est bon qu'il s'ennuie pour qu'il apprécie le travail? Est-ce qu'il est bon qu'il s'ennuie pour qu'il apprécie le travail? Non, s'il arrive dans de l'ennui, il n'apprécie pas. C'est pour ça qu'on voit certains chevaux qui sont véritablement léthargiques en fait. Ils sont tellement en sous-stimulation qu'ils n'arrivent plus à répondre aux stimulations même positives. Il y a des chevaux, vous allez les gratter, leur faire des séances de papouille et tout, et vous n'allez pas avoir de réaction parce qu'ils sont plus là. Vous allez le voir parfois chez des chevaux de club qui sont... et je donne l'exemple du cheval de club, mais ça dépend aussi en quelles conditions de vie ils sont, parce que maintenant, de plus en plus, quand même, les chevaux de club vivent en troupeau et tout ça, et ils sont bien stimulés physiquement, donc finalement, ils sont plutôt pas trop mal. Mais dans les chevaux de club un peu à l'ancienne, comme on les voyait dans les stables ou quoi que ce soit, on voyait, ou chez des chevaux de course, c'est vrai qu'on le voit, des chevaux qui vivent 23 heures sur 24 au box, ils sortent de là, ils n'ont plus de réaction. Et c'est même un piège, moi je le vois beaucoup parce que j'ai quand même beaucoup de clientes qui vont chercher des réformes. Et en fait, quand elles essayent leur cheval, ça se passe super bien, le cheval est super facile. Il paraît hyper gentil, hyper doux, tout ce qu'on veut. Et en fait, au bout de 2, 3, 4, 5, 6 mois, le cheval reprend du poil de la bête, il reprend goût à la vie. Et là, tout d'un coup, tout ressort parce que donc il a un passé qui est difficile, il n'a pas compris les choses, il n'a pas compris les interactions avec les humains, et donc c'est là que les complications en fait peuvent vite arriver avec ces chevaux qui sont en fait au début pris pour des chevaux doux, gentils, tout ce que tu veux, et qui sont en fait des chevaux léthargiques. Donc quand on arrive à l'ennui, non, ce n'est jamais bon. Ah, du coup, c'était pas Marie qui posait la question, c'était Jessica. Désolée les filles, là du coup j'ai du mal à comprendre, vous êtes toutes les deux sur le même compte si j'avais pas lu que c'était Jessica. Donc j'espère que j'ai répondu à ta question, dis-moi si c'était la réponse que tu attendais. Donc je vous parlais du coup de la façon dont j'accompagnais par rapport à ça, comme on voit que le cheval il a besoin de cette clarté. Donc pour l'apporter, on a travaillé sur l'intention, on travaille sur le timing et on travaille sur l'énergie, justement par rapport à cette question d'ennui, être capable de communiquer avec l'énergie que nous on dégage. Et donc là, on va faire un peu vaste communicant avec le cheval. Un cheval qui va être trop bas en énergie, trop léthargique, on va monter nous en énergie. Par contre, un cheval qui va être trop en énergie dans le stress, dans l'incompréhension, nous on va descendre en énergie. Et on va donc essayer d'utiliser notre corps pour ça. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est de faire utiliser au début la voix, parce que parfois face au cheval, on perd et par manque de confiance, on perd cette notion naturelle d'utiliser correctement son énergie, et le fait de le faire avec la voix, de parler tout bas ou de parler fort, va nous faire varier l'énergie, et ça c'est intéressant dans la communication avec le cheval. Donc ce sont tous ces points-là que je travaille dans des programmes d'accompagnement. Et si vous voulez en savoir plus sur ces programmes que je propose, vous n'hésitez pas à vous m'envoyer un message en privé, vous me notez le mot connexion. Mon programme s'appelle Mission Connexion, donc si vous me marquez connexion, je vous enverrai les détails. J'ai répondu du coup à la question de Jessica. Alors Sophie, pourquoi quand tu rentres dans un rond de longe, le cheval a de suite une réaction, et quand c'est moi, c'est beaucoup plus difficile malgré l'effort et l'énergie que j'y mets? Alors ça, mais en fait, l'énergie n'est pas la même. C'est l'énergie. Alors, c'est ça qui est difficile, c'est que parfois vous avez l'impression de mettre beaucoup d'énergie, mais en fait votre corps, il dit pas la même chose que votre tête.
il y a une déconnexion entre ce que vous montrez et ce que vous pensez. Et ça, souvent, c'est un manque de confiance en soi. Donc là, il faut travailler sur la confiance. En fait, moi, quand j'arrive, souvent, en plus, j'obtiens des réactions très rapides des chevaux. Souvent, je le fais de façon volontaire parce que les chevaux, justement, sont un peu effacés avec vous. Et du coup, pour casser un peu le schéma, je vais expressément un petit peu plus haut pour leur dire « Oh, on va changer de paradigme ». Mais parfois, je ne le fais pas de façon volontaire parce qu'en fait, quand on donne cours, moi, je vous donne de l'énergie pour vous donner de la motivation, pour vous donner de l'entrain. Et donc là, comme quand je parle au live, je mets du vivant, je mets de l'énergie. Et donc, quand je suis en train de vous parler, de rendre la chose vivante pour que vous essayiez de prendre le message, parce que vous prenez autant le message par l'énergie que j'y mets, par le gestuel que j'y mets que par les mots, mais quand j'arrive dans le rond de longe, le cheval qui m'entend parler avec cette énergie depuis le début, tout de suite, il va avoir cette réaction de « Oula, c'est à moi qu'elle parle maintenant, qu'est-ce qui va m'attendre ?» Donc voilà, c'est un niveau de confiance. Ça, c'est une première chose dans la réponse à la question, c'est que quand je rentre dans le rond de longe, je rentre avec une intention claire, je sais exactement ce que je vais vouloir demander et je le fais avec confiance. Je sais vers quoi je vais. Par contre, c'est une question de confiance, d'intention, et c'est une question de niveau d'énergie dans lequel j'étais précédemment. Donc, quand on va travailler avec plusieurs chevaux, par exemple dans un groupe, quand j'accompagne un groupe, c'est un truc que moi, je devrais prendre un moment, une minute, pour passer d'un cheval à l'autre, pour m'adapter à la fréquence énergétique de chaque cheval. Chaque cheval a un besoin différent d'énergie. Et ben, sur chaque cheval, il faut prendre le temps je règle mon énergie sur la fréquence du cheval. Et ça, pareil, ça s'apprend en observant. Et en osant de nouveau, on parlait de l'erreur tout à l'heure, en osant se tromper. Souvent, vous avez peur d'aller trop haut, en vous disant « Mon Dieu, j'ai traumatisé mon cheval ». Mais pas du tout. Vous allez trop haut, le cheval va réagir parce que vous avez été trop haut, et hop, vous allez vous réadapter. Et le cheval, il va comprendre. J'ai fait ça, elle a répondu en descendant son énergie, donc je sais que je peux réguler l'énergie de mon humaine rien que par ma réaction. Et le cheval va tout de suite être dans la compréhension. Donc ne pas avoir, en fait, il faut s'enlever la peur d'en faire trop. Vous faites trop, vous testez. Ah, c'est trop, la cheval réagit trop fort. Ok, j'aurais essayé plus bas. Et il faut essayer plusieurs fréquences avant d'arriver sur la bonne. Et pour ça, il faut oser se tromper, il faut oser aller à fond. On va travailler là-dessus, d'accord Sophie. Il n'y a pas de problème. Alors Jessica, alors mon truc met toujours connexion lente. Tout un art l'équitation. Ouais, plus qu'un sport, c'est un art. En fait, l'équitation, c'est plein de choses. Si on devait vraiment la catégoriser, ce serait compliqué. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ce sujet sur lequel on pourrait parler des heures? On arrive au bout des questions. Eh bien là-dessus, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je vais vous souhaiter de prendre du plaisir avec vos chevaux dans vos prochaines séances. Et alors, si vous avez des propositions, des sujets en particulier que vous avez envie de traiter dans les prochains lives, n'hésitez pas à me les envoyer. Et comme ça, je me ferai un plaisir de faire des lives sur les sujets qui vous intéressent directement. Eh bien, merci à vous pour votre participation. Merci Sophie, merci Jessica. Et bonne soirée à toutes. Merci. Merci Marie, merci Jessica.